La salle des serveurs bourdonnait au rythme régulier des ventilateurs de refroidissement et des lumières clignotantes. J'étais assise en tailleur sur le sol, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, effectuant des diagnostics sur l'infrastructure réseau qui maintenait le Harrison Financial Group opérationnel. C'était mon coin du bâtiment, le sous-sol, l'endroit où les câbles serpentaient à travers les dalles du plafond et où les générateurs de secours attendaient des urgences qui survenaient rarement. Ma famille appelait ça jouer avec les ordinateurs. Moi, j'appelais ça maintenir l'épine dorsale numérique d'une société d'investissement de 2,3 milliards de dollars. À travers les minces murs, j'entendais des bruits de pas au-dessus de ma tête. Les bureaux de la direction étaient juste au-dessus de moi, le bureau d'angle de mon père, la suite de vice-président de mon frère David, le service de stratégie de ma sœur Catherine. Ils passaient leur journée dans des salles de conférence aux parois de verre, à gérer des portefeuilles et à courtiser des clients, et à prendre le genre de décisions qui apparaissent dans les journaux financiers. Moi, je passais la mienne à m'assurer que leurs ordinateurs fonctionnaient réellement. Emma, crépita la voix de David dans l'interphone que j'avais installé l'année dernière. Emma, tu es là-dessous? J'appuyais sur le bouton de réponse. Oui. L'ordinateur de papa est de nouveau bloqué. Peux-tu venir le réparer? Je suis en pleine mise à jour du système. Ça peut attendre 20 minutes. Non. Il a un appel client dans 10 minutes. Monte. L'interphone se coupa. J'enregistrai mon travail, fermai mon ordinateur portable, et me dirigeai vers les escaliers. 5 étages à monter, les ascenseurs étaient en maintenance, naturellement, parce que rien dans ce bâtiment ne fonctionnait correctement à moins que je ne m'en occupe personnellement. Le bureau de papa était exactement comme dans mes souvenirs d'enfance, bois sombre, meubles en cuir, photographies encadrées de lui-même avec divers politiciens et chefs d'entreprise. Il était au téléphone quand je suis entré, faisant des gestes impatients vers son ordinateur. Je contournai son bureau et regardai l'écran. Pas bloqué, juste affichant un message d'erreur, parce qu'il avait essayé d'ouvrir un document nécessitant un logiciel qu'il avait désinstallé le mois dernier, malgré mes avertissements. Je l'ai réparé en 40 secondes. C'est réglé, dis-je. Il hocha la tête sans me regarder, toujours concentré sur sa conversation téléphonique. Je suis sorti. Dans le couloir, j'ai failli percuter Catherine. Oh, bien, tu es là, dit-elle en me tendant sa tablette. Ce truc ne se synchronise pas avec mes emails. J'ai une présentation dans 1 heure. J'ai pris la tablette. Le problème était immédiatement évident, elle avait désactivé la synchronisation cloud dans ses paramètres, probablement en essayant d'économiser la batterie. Réglé, dis-je en la lui rendant 30 secondes plus tard. Enfin. Ça fait 2 jours que je me bats avec ça. Elle s'éloignait déjà, tapant rapidement. Oh, et Emma, la réunion des actionnaires est demain à 14 heures. Ne programme aucune maintenance pendant ce temps. Nous avons besoin que tout fonctionne parfaitement. Je sais. J'ai envoyé le rappel la semaine dernière. Bien. Et peut-être, habille-toi un peu mieux demain. Nous recevons des gens importants dans le bâtiment. Elle disparut au coin du couloir avant que je ne puisse répondre. Je suis resté dans le couloir vide, tenant mon ordinateur portable, vêtu du jean et du polo de l'entreprise qui constituait mon uniforme de travail. L'assemblée des actionnaires, c'est ça. L'assemblée où ma famille présenterait son bilan annuel de performance au conseil d'administration et discuterait de ses grands projets d'expansion. L'assemblée où ils mettraient en valeur leur expertise, leur vision et leur sens des affaires. L'assemblée où ils décideraient comment dépenser un argent qui ne leur appartenait pas vraiment. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait à part mon avocat et mon gestionnaire de patrimoine privé, c'est que je possédais 73% des actifs du Harrison Financial Group. Pas l'entreprise elle-même, les actifs. Mon grand-père, Thomas Harrison, avait été un homme brillant et un père terrible. Il avait bâti le Harrison Financial Group à partir de rien, en faisant l'une des sociétés d'investissement les plus respectées du pays. Il avait aussi été autoritaire, manipulateur, et convaincu que ses enfants étaient trop incompétents pour gérer une vraie fortune. Alors, il avait fait quelque chose d'inhabituel. À sa mort, il y a 6 ans, il a laissé la structure de l'entreprise à ses enfants, mon père et ma tante Rebecca, qui avait pris sa retraite à Monaco et n'était jamais revenu. Ils ont eu l'entreprise, la marque, les relations clients, l'immeuble de bureau. Mais le portefeuille d'investissement réel, les 500 millions de dollars d'actifs que l'entreprise gérait, il me les a laissés à moi. En totalité. Il y avait une lettre,
bien sûr. Mon grand-père aimait les lettres. Celle-ci m'a été remise par son avocat le jour de mon 23e anniversaire, 3 ans après sa mort. Emma, commençait-elle. Si tu lis ceci, tu es maintenant la propriétaire légale du portefeuille Harrison. Ton père aura passé les 3 dernières années à croire qu'il contrôle ses actifs. Ce n'est pas le cas. Il ne les a jamais contrôlés. L'entreprise gère le portefeuille en ton nom, mais tu en es l'unique propriétaire. Tu peux choisir de garder cet arrangement privé, ou tu peux choisir de le révéler. La décision t'appartient. Je suis sûr que tu sauras quand le moment sera venu. Ton père est un gestionnaire compétent, mais un piètre propriétaire. Ton frère est ambitieux mais imprudent. Ta sœur est intelligente mais impatiente. Toi, en revanche, tu as ce qui leur manque. Tu comprends que le vrai pouvoir vient de la compréhension du fonctionnement des systèmes, et pas seulement de leur apparence. L'entreprise a besoin de quelqu'un qui voit la machinerie derrière le rideau. Je crois que cette personne, c'est toi. Pendant 3 ans, j'avais gardé le secret. Pendant 3 ans, j'avais regardé ma famille diriger le Harrison Financial Group, croyant posséder ce qu'ils géraient. Pendant 3 ans, j'avais réparé leurs ordinateurs, entretenu leur système, et était resté invisible dans la salle des serveurs. Et pendant 3 ans, j'avais discrètement appris tout ce qu'il y avait à savoir sur le portefeuille que je possédais réellement. J'avais accès à tout, bien sûr. Pas en raison de ma propriété, personne n'était au courant de ça, mais parce que j'étais l'administratrice informatique. Chaque email, chaque document, chaque projection financière passait par les systèmes que j'entretenais. J'avais un accès légitime à chaque base de données, chaque sauvegarde, chaque communication archivée. J'étais au courant des investissements risqués de David dans le secteur des crypto-monnaies, qu'il avait cachés au conseil d'administration. J'étais au courant des projets de Catherine de s'étendre sur des marchés qu'elle ne comprenait pas entièrement. J'étais au courant des tentatives de plus en plus désespérées de papa pour égaler les rendements que mon grand-père avait générés, même s'il prenait des décisions qui érodaient lentement la stabilité du portefeuille. Je savais tout. Et demain, à l'Assemblée des actionnaires, ils allaient proposer une restructuration majeure qui changerait fondamentalement la façon dont le portefeuille était géré. Ils allaient voter sur le transfert de 200 millions de dollars dans un nouveau fonds d'investissement à haut risque, que David avait conçu. Ils allaient avoir besoin de mon approbation. Ils ne le savaient juste pas encore. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 6 heures pour effectuer les dernières vérifications du système avant la réunion. Tout devait être parfait, l'équipement de présentation, la visioconférence pour les membres du conseil d'administration à distance, la connectivité réseau pour les données financières qu'ils afficheraient. J'étais dans la salle de conférence principale, en train de tester le projecteur, quand David est entré à 7h30. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. « Je m'assure que ta présentation ne plante pas au milieu de ton grand moment. »« Ah. Bien. » Il posa son café et ouvrit son ordinateur. « Et, pendant que tu es là, peux-tu regarder quelque chose ? Mon logiciel de modélisation financière n'arrête pas de me donner des messages d'erreur. » Je m'approchai. Le problème était évident. Il avait corrompu une feuille de calcul en forçant une formule que le logiciel n'était pas conçu pour gérer. Tu essaies de projeter des rendements sur 20 ans pour un fonds qui n'existe que depuis 6 mois, dis-je. Le logiciel n'a pas assez de données historiques pour générer des projections fiables. Peux-tu le faire fonctionner quand même ? Je peux faire en sorte qu'il n'affiche plus de messages d'erreur. Je ne peux pas rendre les projections exactes. Fais juste disparaître les erreurs. Le conseil n'a pas besoin de connaître les limites. Je le fixai. Tu présentes des données peu fiables au conseil. Je présente une vision, dit-il. Parfois, il faut extrapoler au-delà de ce que les données soutiennent strictement. C'est ce qu'on appelle l'innovation, Emma. Tu ne comprendrais pas, je corrigeais ces messages d'erreur sans un mot de plus. À 14 heures, la salle de conférence était pleine. 12 membres du conseil d'administration, dont plusieurs conseillers externes. Mon père à la tête de la table. David à sa droite, l'air confiant dans un costume coûteux. Catherine à sa gauche, révisant ses notes. Et moi, dans le coin arrière, assise à la petite table où était installé le matériel audiovisuel, au cas où quelque chose tournerait mal avec la technologie. C'est là que s'asseyait le responsable informatique, dans le coin, prêt à réparer les choses. Personne ne s'en est étonné. La réunion a commencé avec un aperçu des performances de l'entreprise par papa. Des rendements solides dans la plupart des secteurs,
une certaine volatilité sur les marchés émergents, une trajectoire globalement positive mais avec une marge d'amélioration. Puis, David s'est levé pour sa présentation. Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix portant le ton confiant de quelqu'un qui avait longuement répété ce discours. Le Harrison Financial Group a réussi en étant conservateur, en jouant la sécurité. Mais le marché évolue. Nos clients sont plus jeunes, plus tolérants au risque, plus intéressés par des stratégies d'investissement innovantes. Il fit défiler des diapositives montrant diverses tendances du marché et des opportunités potentielles. C'est pourquoi je propose le Harrison Innovation Fund, un portefeuille de 200 millions de dollars axé sur les secteurs technologiques à forte croissance, l'intégration des crypto-monnaies et les opportunités des marchés émergents. Les rendements projetés, il passa à une diapositive montrant les chiffres que j'avais corrigés ce matin-là, sont exceptionnels. Les projections sur 20 ans montrent des rendements potentiels de 3 cents% ou plus. Plusieurs membres du conseil se penchèrent, intéressés. Catherine présenta ensuite, décrivant la structure opérationnelle du nouveau fonds, frais de gestion, stratégie d'acquisition de clients, plan marketing. Tout cela semblait très professionnel. Tout cela dépendait d'un argent qu'il ne contrôlait pas réellement. Avant de voter, dit Richard Chen, l'un des membres externes du conseil, j'aimerais mieux comprendre le profil de risque. C'est une part importante de nos actifs sous gestion. Quelle est notre protection contre les pertes? La stratégie de diversification, commença David, est insuffisante pour ce niveau de risque, dis-je doucement de mon coin. Tout le monde se tourna pour me regarder. Désolé, dis-je, sans le penser du tout. Mais le modèle de diversification que vous présentez ne tient pas compte de la corrélation entre les marchés des crypto-monnaies et le secteur technologique. Si les deux baissent simultanément, ce qui s'est produit 2 fois au cours des 5 dernières années, vous vous exposez à des pertes potentielles de 40 à 60%, et non au maximum de 15% que vous avez projeté. Le visage de David rougit. Emma, c'est une réunion du conseil, pas une session de support technique. J'en suis consciente. Alors peut-être devrais-tu aller réparer des ordinateurs, là où est ta place, et laisser la stratégie financière à ceux qui la comprennent. Plusieurs membres du conseil se tortillèrent, mal à l'aise. Je la comprends très bien, dis-je. Votre modèle est erroné. Les projections sur 20 ans sont basées sur 6 mois de données, extrapolées au-delà de la fiabilité statistique. Et les calculs de risque ignorent des facteurs de corrélation qu'un analyste de première année remarquerait. Ça suffit, dit papa d'une voix sèche. Emma, si tu ne peux pas être respectueuse pendant les délibérations du conseil. Elle a raison, dit Richard Chen à voix basse. Il regardait sa propre tablette, examinant les documents de la présentation. Ces projections sont discutables. D'où viennent ces données? De notre équipe d'analyse interne, dit David rapidement. Qui se compose de David et de 2 analystes qu'il a embauchés le trimestre dernier, ajoutai-je, dont aucun n'a d'expérience avec les marchés des crypto-monnaies. Emma, je t'avertis, dit David. Sa voix de présentation assurée avait disparu, remplacée par une colère à peine contenue. Sors. Maintenant. Je ne pense pas qu'elle devrait, dit un autre membre du conseil, Maria Santos. Elle me regardait avec une nouvelle attention. Elle soulève des préoccupations valables. J'aimerais en savoir plus. Elle est du support informatique, dit Catherine. Elle répare les ordinateurs. Elle n'a pas l'expertise pour évaluer les stratégies d'investissement. En fait, dis-je, j'ai une maîtrise en ingénierie financière du MIT. Je l'ai obtenue en travaillant ici. J'ai suivi des cours du soir pendant 4 ans. Silence. Tu n'as jamais mentionné ça, dit papa. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que j'étais juste doué avec les ordinateurs. Mais tu travailles dans la salle des serveurs, dit David. Pourquoi obtiendrais-tu une maîtrise en finance si tu voulais travailler dans l'informatique? Je n'ai jamais dit que je voulais travailler dans l'informatique. Vous aviez besoin de quelqu'un pour entretenir vos systèmes. J'étais disponible. Il m'a semblé utile de comprendre l'infrastructure technique des services financiers. Tout ça est très intéressant, dit David, sa voix dégoulinant de sarcasme, mais ça ne change rien au fait que tu n'es pas un membre votant de ce conseil. Donc, bien que nous apprécions tes préoccupations, c'est une décision qui appartient aux véritables parties prenantes. À ce sujet, dit une voix depuis l'entrée. Tout le monde se tourna. Un homme d'une 60aine d'années se tenait à l'entrée, portant une mallette en cuir.
je le reconnus immédiatement, James Morrison, associé principal chez Morrison et Associés, le cabinet d'avocats qui avait représenté mon grand-père. Monsieur Morrison, dit papa en se levant. Nous ne vous attendions pas. S'agit-il de la revue juridique trimestrielle? Non, monsieur Harrison. Je suis ici parce que ce conseil est sur le point de voter sur un transfert d'actifs qui nécessite l'autorisation du propriétaire légal du portefeuille. Je suis le propriétaire, dit papa. J'ai fondé cette entreprise avec mon père. J'ai géré ces actifs pendant 30 ans. Vous les avez gérés, acquiesça Morrison. Mais vous ne les possédez pas. Il se dirigea vers la table et posa sa mallette. Il en sortit un document et le plaça devant mon père. Ceci est une copie du trust de répartition des actifs de Thomas Harrison, établi il y a 18 ans et exécuté à son décès. Il a transféré la propriété de l'ensemble du portefeuille d'investissement du Harrison Financial Group à sa petite-fille, Emma Harrison, à compter de son 23e anniversaire. La pièce explosa. David criait quelque chose d'impossible. Catherine était devenue complètement blême. Papa fixait le document comme s'il était écrit en hiéroglyphes. C'est insensé, réussit enfin à dire David. Papa nous a laissé l'entreprise. À ses enfants. Il y avait un testament. Il a laissé la structure de l'entreprise à ses enfants, dit calmement Morrison. L'entité commerciale, la marque, les relations clients. Mais les actifs eux-mêmes, le portefeuille d'investissement de 500 millions de dollars que l'entreprise gère, cela appartiennent à Emma. Ça ne peut pas être légal, dit Catherine. Sa voix tremblait. Nous gérons ces actifs depuis 6 ans. Nous avons pris des décisions, exécuté des transactions, alloué des ressources. Avec l'autorisation implicite d'Emma, dit Morrison. L'accord de fiducie permet à l'entreprise de gérer le portefeuille, à condition que la gestion serve les intérêts de la propriétaire. Emma vous a permis de poursuivre cette gestion, mais toute restructuration majeure, telle que le transfert de 200 millions de dollars dans un nouveau véhicule d'investissement, nécessite son approbation explicite. Papa parla enfin. Sa voix sonnait creuse. Emma, savais-tu cela? Oui. Depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, répéta-t-il, comme s'il testait les mots. Tu savais depuis 3 ans que tu possédais. Que tu contrôlais tout? Pas contrôlait tout, dis-je. Possédait tout. David frappa la table de sa main. C'est de la fraude. C'est. Tu nous as menti. Je n'ai jamais menti, dis-je. Je n'ai simplement jamais corrigé vos suppositions. Tu nous as espionnés. Tu as eu accès à tous nos systèmes, à toutes nos communications. C'est mon travail. Je suis l'administratrice informatique. Je suis censé avoir accès à tout. Mais tu as utilisé cet accès pour apprendre à connaître les actifs que je possède, finis-je. Pour comprendre comment mon portefeuille était géré, pour prendre des décisions éclairées sur mes investissements. Tes investissements, dit Catherine. Les mots sortirent amers. Tu es restée assise dans la salle des serveurs à réparer des ordinateurs pendant que nous construisions cette entreprise, et tu prétends que tout appartient. Pas l'entreprise, dis-je. Les actifs. Le portefeuille. Les 500 millions de dollars que vous avez gérés, et dans certains cas, mal gérés, au cours des 6 dernières années. Mal gérés? La voix de David s'éleva. Nous avons généré des rendements constants. Nous avons fait croître le portefeuille. Vous l'avez fait croître de 4,2% par an, dis-je. La moyenne du marché pour des portefeuilles similaires est de 7,3%. Vous avez sous-performé de 3,1% par an, ce qui se traduit par environ 47 millions de dollars de rendement potentiel perdu sur 6 ans. Nouveau silence. Richard Chen regardait de nouveau sa tablette. Elle a raison. J'ai examiné les données de performance. Les rendements sont bons en termes absolus, mais médiocres par rapport aux indices de référence du marché. Et maintenant, continuai-je, vous voulez transférer 40% de mes actifs dans un fonds à haut risque, basé sur des projections erronées et une analyse de risque insuffisante. Un fonds qui, d'après ma propre modélisation, a 63% de chances de perdre de l'argent au cours des 3 prochaines années. Ta modélisation, ricana David. Tu n'es pas gestionnaire de fonds. Tu es du support technique. Je suis la propriétaire, dis-je. Et je rejette cette proposition.
Tu ne peux pas simplement. Si, elle le peut, dit Morrison. L'accord de fiducie est explicite. Toute restructuration majeure nécessite l'approbation du propriétaire. Emma est la propriétaire. Elle refuse d'approuver la restructuration. Papa fixait toujours le document de fiducie. Thomas a fait ça. Mon père a fait ça. Il m'a laissé l'entreprise mais a donné les actifs à Emma. Il voulait quelqu'un qui comprenne les systèmes, dis-je. Pas seulement les systèmes financiers. Tous les systèmes. Comment les choses fonctionnent réellement, pas seulement comment elles semblent fonctionner. Et tu nous as étudié, dit Catherine lentement, la compréhension se lisant sur son visage. Pendant 3 ans. Apprenant tout, observant chaque décision que nous prenions. Oui. En faisant semblant d'être juste la personne de l'informatique. Je suis la personne de l'informatique. Je suis aussi la propriétaire. Je suis les deux. David se leva brusquement. C'est insensé. Nous sommes pris en otage par la personne qui possède le portefeuille que vous essayez de restructurer, termina Morrison. Oui, monsieur Harrison. C'est exactement ce qui se passe. Je n'accepterai pas ça, dit David. Je contesterai la fiducie. Je porterai ça devant les tribunaux. Vous perdrez, dit simplement Morrison. Thomas Harrison a fait examiner cette fiducie par 4 cabinets d'avocats différents. Toutes les contestations possibles ont été anticipées et traitées. La fiducie est inattaquable. Alors, nous voterons pour révoquer Emma en tant que propriétaire, d'une manière ou d'une autre. Nous. Vous ne pouvez pas voter pour révoquer la propriété, dit Richard Chen. Il lisait maintenant le document de fiducie, son expression grave. La propriété n'est pas déterminée par des votes. Elle est déterminée par un titre légal. Et selon ce document, Emma a un titre légal clair sur le portefeuille. Maria Santos se racla la gorge. Je pense que nous devons prendre du recul. Emma, vous gérez l'infrastructure informatique de l'entreprise depuis 3 ans, tout en surveillant votre portefeuille. Quelles sont vos intentions maintenant? Prévoyez-vous de poursuivre l'arrangement de gestion actuel, ou prévoyez-vous des changements? Tout le monde me regarda. Je fermai lentement mon ordinateur et me levai. Je prévois des changements importants, dis-je. En commençant par un audit complet de toutes les décisions d'investissement prises au cours des 6 dernières années. Je veux comprendre exactement comment mes actifs ont été déployés, quels rendements ont été générés, et où nous avons sous-performé. Ça prendra des mois, dit Catherine. Alors, ça prendra des mois. L'audit commence la semaine prochaine. J'ai déjà engagé un cabinet externe. Tu as déjà. La voix de papa se cassa. Tu as planifié ça. Je me suis préparé à l'éventualité de devoir jouer un rôle plus actif. La proposition d'aujourd'hui a rendu cette éventualité une certitude. Et le fonds d'innovation, demanda David. Tu l'annules complètement? Je rejette la proposition telle que présentée. Si vous voulez la redessiner avec une modélisation du risque appropriée, des projections réalistes et une protection adéquate contre les pertes, j'examinerai une proposition révisée. Examiner, répéta David. Tu examineras notre proposition de gestion d'un argent que nous gérons avec succès depuis 6 ans. Médiocrement, corrigez-je. Vous le gérez médiocrement. Et maintenant, vous savez pourquoi je ne suis pas à l'aise avec le fait que vous transfériez 40% de mes actifs dans un fonds basé sur une analyse erronée. Richard Chen hochait la tête. Emma, j'aimerais discuter plus en détail de tes plans d'audit. Si nous devons le faire, nous devrions le faire correctement. D'accord. Je demanderai à mon équipe de vous envoyer le cadre préliminaire. Ton équipe, dit Catherine. Tu as une équipe? J'en constitue une depuis 2 ans, des analystes financiers, des spécialistes de l'évaluation des risques, des gestionnaires de portefeuille, tous travaillant de manière indépendante, se préparant à l'éventualité où je devrais prendre le contrôle direct. Tu as bâti une organisation fantôme, dit papa. Sa voix était plate. Prévoyant de nous remplacer. Prévoyant de vous soutenir ou de vous remplacer, selon que vous gériez mes actifs avec compétence ou non. Je regardais David. La proposition d'aujourd'hui a répondu à cette question. Morrison vérifia sa montre. J'ai un autre rendez-vous. Emma, as-tu besoin d'autre chose de ma part aujourd'hui? Non. Merci d'être venu.
Il hocha la tête et partit. La pièce semblait très silencieuse après son départ. Finalement, Maria Santos prit la parole. Je propose que nous reportions la proposition du fonds d'innovation, en attendant une nouvelle conception et une analyse de risques supplémentaires. Tous pour. 7 mains se levèrent. La motion est adoptée. La séance est levée. Les gens commencèrent à rassembler leurs affaires. Plusieurs membres du conseil sortaient déjà leur téléphone, vraisemblablement pour rapporter ce développement à leurs propres entreprises et clients. Catherine s'arrêta à côté de ma chaise. Emma, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. J'aurais dû poser des questions sur ton diplôme, sur ce que tu faisais. J'ai juste supposé. Que j'étais juste doué avec les ordinateurs. Je sais. Tout le monde l'a supposé. Elle partit. David ne dit rien. Il prit juste son ordinateur et sortit en trombe, le visage rouge d'humiliation et de rage. Finalement, seul papa et moi restâmes dans la salle de conférence. Il était toujours assis à la tête de la table, le document de fiducie devant lui. Ton grand-père disait toujours que tu lui ressemblais, dit-il enfin. Calme, observatrice, patiente. Je pensais qu'il voulait dire que tu étais introverti. Je n'avais pas réalisé qu'il voulait dire que tu étais stratégique. Il m'a appris à attendre le bon moment. Et c'était ça? Humilier ton frère devant le conseil? C'était empêcher mon frère de jouer avec 200 millions de dollars de mon argent, sur la base d'une analyse erronée. Papa resta silencieux un long moment. Et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, soit nous travaillons ensemble pour gérer correctement le portefeuille, soit nous ne travaillons pas ensemble et j'engage de nouveaux gestionnaires. C'est à vous de décider. Tu renverrais ta propre famille. Je renverrai de mauvais gestionnaires. Famille ou pas. Il se leva lentement, paraissant plus vieux qu'il ne l'était ce matin-là. J'ai bâti cette entreprise. Ton grand-père et moi l'avons bâtie ensemble. Vous avez bâti la structure de l'entreprise, les relations clients, la réputation. Ces choses ont de la valeur, et elles vous appartiennent. Mais les actifs que vous avez gérés m'appartiennent. Ils m'ont toujours appartenu. Parce que mon père ne me faisait pas confiance pour les posséder. Je ne répondis pas. Nous savions tous les deux que c'était vrai. Il partit sans un autre mot. Je suis resté seul dans la salle de conférence pendant plusieurs minutes, écoutant le bâtiment s'installer autour de moi. Le bourdonnement des systèmes de climatisation, le son lointain des téléphones qui sonnent, les bruits normaux d'une journée de travail qui se poursuit. Mon téléphone a vibré. Un texto de Richard Chen, impressionnant. Planifions une réunion la semaine prochaine pour discuter du cadre de l'audit. Je pense que vous trouverez que vous avez plus d'alliés au sein de ce conseil que vous ne le pensiez. Un autre texto de Maria Santos, il a fallu du courage. Votre grand-père serait fier. Et enfin, un de mon gestionnaire de patrimoine privé, je viens de voir les nouvelles. Prêt à avancer quand vous le serez. J'ai pris mon ordinateur et je suis retourné à la salle des serveurs. Il y avait du travail à faire, mise à jour du système, correctif de sécurité, la maintenance normale qui maintenait tout en état de marche. Demain, je monterai dans un bureau convenable. Demain, je commencerai l'audit. Demain, je commencerai le processus de gestion réelle de mes actifs, au lieu de simplement les surveiller. Mais ce soir, j'avais une dernière nuit dans la salle des serveurs. Une dernière nuit à n'être que la personne de l'informatique. Une dernière nuit avant que tout ne change. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau pour trouver une note scotchée à la porte de la salle des serveurs. Emma, veuillez vous rendre à l'étage de la direction. Nous vous avons préparé un bureau. Jennifer, RH. J'ai monté les 5 étages et j'ai trouvé Jennifer qui attendait dans le couloir. Nous avons aménagé le bureau d'angle à cet étage, dit-elle nerveusement. Il a des fenêtres, des meubles corrects, tout ce dont vous devriez avoir besoin. Monsieur Chen a appelé ce matin et a dit que vous prendriez un rôle plus actif dans la gestion. Merci, Jennifer. Aussi, David et Catherine ont présenté leur démission hier soir. J'ai arrêté de marcher. Tous les deux? Oui. Celle de David était brève. Celle de Catherine était plus détaillée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas travailler pour sa sœur cadette, que ce serait trop inconfortable. Je vois. Votre père n'a pas démissionné? Il est venu ce matin et a demandé que vous le rencontriez quand vous aurez le temps.
Le bureau d'angle était exactement comme Jennifer l'avait décrit, de grandes fenêtres donnant sur la ville, un bureau en acajou, des fauteuils en cuir, tout ce qui était censé signifier le pouvoir et l'autorité. J'ai posé mon ordinateur sur le bureau et j'ai regardé autour de moi. C'est à ça que ressemblait la victoire. Apparemment, c'était plus vide que ce que j'avais imaginé. Mon téléphone a sonné. L'extension de papa. Emma, a-t-il dit quand j'ai répondu. Peux-tu venir dans mon bureau? Je l'ai trouvé assis à son bureau, regardant une photographie sur le mur. Elle le montrait, lui et mon grand-père, tous deux plus jeunes, debout devant le bureau d'origine du Harrison Financial Group, une petite boutique qui était devenue le bâtiment que nous occupions maintenant. David et Catherine ont démissionné, a-t-il dit sans préambule. J'ai entendu. Ils sont humiliés, en colère. David parla des avocats pour contester la fiducie, bien que je lui ai dit que c'est inutile. Morrison avait raison. C'est inattaquable. Je sais. Il s'est tourné vers moi. J'ai passé 30 ans à bâtir cette entreprise, à apprendre à ton frère et à ta sœur à gérer l'argent, à courtiser les clients, à nouer des relations dans ce secteur. Et il s'avère que rien de tout ça n'a compté, parce que les actifs n'ont jamais été à moi, au départ. L'entreprise est toujours à vous, ai-je dit. L'infrastructure, les relations clients, la marque, c'est tout vous. Ce que vous avez construit avec grand-père, ça a une valeur énorme. Une valeur qui dépend des actifs que tu contrôles. Oui. Il est resté silencieux un moment. Puis, ton grand-père avait raison sur moi. Je suis un bon gestionnaire, mais un piètre propriétaire. Je suis trop prudent quand je devrais être audacieux, et trop audacieux quand je devrais être prudent. J'ai laissé David me pousser à accepter des propositions que j'aurais dû remettre en question. J'ai laissé la confiance de Catherine l'emporter sur mes inquiétudes. Vous avez maintenu la stabilité de l'entreprise pendant 6 ans. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas suffisant. Pas pour quelqu'un qui possède 500 millions de dollars d'actifs. Il m'a regardé droit dans les yeux. De quoi as-tu besoin de ma part, Emma? Veux-tu que je reste, que je démissionne, que je passe à un rôle de conseiller? J'avais réfléchi à cette question toute la nuit. Je veux que vous fassiez ce que vous faites de mieux, ai-je dit. Gérer les relations clients, maintenir la réputation de l'entreprise, assurer le bon fonctionnement de l'activité. Mais j'engage de nouvelles personnes pour la gestion de portefeuille, des gens qui comprennent les marchés modernes et la modélisation des risques. Et le fonds d'innovation de David? Mortel que proposé. Mais je ne suis pas opposé à l'innovation. Je suis opposé à l'imprudence déguisée en innovation. Et moi? Où est ma place dans cette nouvelle structure? Vous êtes le PDG du Harrison Financial Group. Ça ne change pas. Mais les décisions d'investissement pour mon portefeuille, elles passent par moi maintenant, et par l'équipe que je suis en train de constituer. Donc, je dirige l'entreprise, mais tu contrôles les actifs. Oui. Il a hoché la tête lentement. Le plan de ton grand-père. Impliquer la famille dans la gestion, mais s'assurer que les actifs sont protégés de nos erreurs. Quelque chose comme ça. Je déteste qu'il ait eu raison. La voix de papa ne portait aucune chaleur, juste une résignation lasse. Je déteste qu'il ait vu mes faiblesses si clairement, qu'il ait planifié autour d'elle-même après sa mort. Il t'aimait. Il ne te faisait juste pas confiance avec l'argent. Ces deux affirmations sont plus compatibles qu'elles ne le devraient. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville. Je resterai, a-t-il dit enfin. Si tu veux de moi. Je suis bon dans ce que je fais, même si ce que je fais n'est pas ce que je pensais que c'était. Je veux que tu restes. Et David et Catherine. S'ils peuvent accepter la nouvelle structure, ils sont les bienvenus pour revenir. S'ils ne le peuvent pas, j'engagerai des remplaçants. Ils ne reviendront pas. Ils sont trop fiers, trop en colère. Il s'est tourné vers moi. Tu les as humiliés devant le conseil. Je les ai empêchés de perdre 200 millions de dollars. Ils se sont humiliés eux-mêmes en présentant une proposition qu'ils n'avaient pas analysée correctement. Ce n'est pas comme ça qu'ils s'en souviendront. Je sais. Nous sommes restés silencieux un moment. Ton grand-père disait quelque chose, a dit papa. Il disait que la personne la plus puissante dans la pièce est généralement celle que tout le monde sous-estime. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il parlait d'humilité ou quelque chose comme ça. Il parlait d'asymétrie d'information.
Être sous-estimé signifie que les gens sont imprudents autour de vous. Ils révèlent des choses qu'ils ne révéleraient pas à quelqu'un qu'ils percevraient comme menaçant. Et tu as utilisé cet avantage pendant 3 ans. Oui. Assise dans la salle des serveurs, à réparer nos ordinateurs, apprenant tout. Oui. C'est terrifiant, Emma. Tu le sais, n'est-ce pas? L'idée que quelqu'un ait tout regardé, tout su, tout planifié. C'est vraiment déstabilisant. Je ne prévoyais pas de prendre le contrôle. Je me préparais à l'éventualité de devoir intervenir. Il y a une différence. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu diriges cette entreprise depuis 3 ans, en faisant semblant d'être juste du support technique. J'étais du support technique. J'étais aussi la propriétaire. Les deux étaient vrais. Papa secoua la tête lentement. Ton grand-père t'a bien formé. Trop bien, peut-être. Tu lui ressembles plus que je ne l'ai jamais fait. Est-ce un compliment? Honnêtement, je ne sais pas. Il retourna à son bureau, prit la photographie et la regarda un long moment. J'enverrai un email au personnel cet après-midi, dit-il, annonçant les changements organisationnels. Te présentant comme un membre actif de la direction. Les gens auront des questions. Laisse-les demander. Et le conseil? Richard Chen est déjà de notre côté. Maria Santos aussi. Les autres suivront, une fois qu'ils verront les résultats de l'audit. Tu es très confiante. Je suis très préparé. Il y a une différence. Il a presque souri. Les mots exacts de ton grand-père. Je l'ai laissé là, tenant la photographie, regardant une image d'un passé qui avait été plus compliqué que quiconque ne le réalisait. L'audit a duré 4 mois. Pendant ce temps, j'ai engagé 6 nouveaux analystes, 2 gestionnaires de portefeuille et un directeur des risques. J'ai déménagé de façon permanente dans le bureau d'angle et j'ai passé mes journées à examiner les stratégies d'investissement, les modèles de risque et les projections du marché. J'ai aussi passé du temps dans la salle des serveurs. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et de plus, le nouveau directeur informatique que j'ai engagé avait besoin d'une formation sur nos systèmes. David n'est jamais revenu. J'ai appris par Catherine qu'il avait pris un poste dans une entreprise concurrente, où il a immédiatement commencé à élaborer des plans pour débaucher les clients de Harrison. Sa proposition de fonds d'innovation y a également été rejetée. Catherine est revenue après 2 mois. Elle s'est excusée froidement, a dit qu'elle avait manqué de professionnalisme et a demandé s'il y avait encore une place pour elle. Je l'ai mise en charge des relations clients, où son intelligence et ses compétences relationnelles pouvaient être utiles, sans lui donner le contrôle sur les décisions d'investissement. Papa est resté, gérant les opérations de l'entreprise et acceptant lentement son nouveau rôle. Nous nous réunissions chaque semaine pour examiner les performances et la stratégie. Les réunions étaient professionnelles et de plus en plus productives, bien qu'elles n'aient jamais tout à fait perdu leur tension sous-jacente. Les résultats de l'audit ont confirmé ce que je soupçonnais, des performances médiocres, plusieurs positions à haut risque qui n'étaient pas correctement couvertes, et une tendance générale à suivre les tendances du marché plutôt qu'à les anticiper. Nous avons corrigé le tir. En 6 mois, le portefeuille a été restructuré, correctement diversifié, et générait des rendements qui dépassaient les indices de référence du marché pour la première fois depuis des années. En 1 an, le portefeuille de 500 millions de dollars était passé à 547 millions. Les gens ont commencé à s'interroger sur la transformation. Les revues spécialisées voulaient des interviews. Les concurrents voulaient savoir ce qui avait changé. La réponse était simple, quelqu'un qui comprenait les systèmes avait commencé à les diriger. 1 an après l'assemblée des actionnaires, j'étais dans mon bureau, en train d'examiner les résultats trimestriels, quand papa a frappé à ma porte. « Tu as 1 minute ?» a-t-il demandé. Bien sûr. Il s'est assis en face de moi, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Je viens de raccrocher avec Richard Chen, a-t-il dit. Il voulait que je te dise que le conseil est unanimement impressionné par les performances du portefeuille. Il propose d'étendre ton autorité pour inclure la supervision des investissements opérationnels de l'entreprise également. Pas seulement mon portefeuille personnel. Pas seulement votre portefeuille personnel. Ils veulent que vous gériez tous les investissements du Harrison Financial Group, les actifs de l'entreprise, les portefeuilles des clients, tout. C'est une expansion significative. C'est vrai. Cela signifie aussi que vous contrôleriez effectivement toute l'entreprise, pas seulement les actifs de votre grand-père. Qu'en pensez-vous? Il a réfléchi attentivement à la question.
Il y a 6 mois, j'aurais détesté ça. J'y aurais vu l'humiliation finale. La preuve que j'avais échoué dans tout ce que mon père avait bâti. Et maintenant? Maintenant, je vois quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. Quelqu'un qui rend l'entreprise plus forte, plus stable, plus prospère que je n'ai jamais réussi à le faire. Il a fait une pause. Votre grand-père a vu quelque chose en vous que j'ai manqué. Je suis content qu'il l'ait fait. Papa. Laisse-moi finir. Je ne suis pas doué pour ça, mais je dois le dire. Je suis désolé de t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. D'avoir supposé que tu avais échoué, simplement parce que tu ne suivais pas le chemin que j'attendais. De ne pas avoir vu de quoi tu étais capable, jusqu'à ce que tu me forces à le voir. Merci. Votre grand-père serait fier. Comment? Je suis fier, même si je suis aussi un peu terrifié par toi. J'ai souri. Vous devriez l'être. Je sais où sont enterrés tous les cadavres. Parce que vous avez accès à tous nos emails? Parce que j'ai accès à tout. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. Ton frère m'a appelé hier soir. Il a des difficultés dans sa nouvelle entreprise. Il a du mal à se faire prendre au sérieux par les clients. Il voulait des conseils. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit d'être patient, d'apprendre, de comprendre que le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il attend. Papa m'a regardé. Le conseil de ton grand-père semblait approprié. Après son départ, je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé la ville. 3 ans dans la salle des serveurs, 1 an dans le bureau d'angle, et finalement, tout était exactement là où il devait être. Mon téléphone a vibré. Un message du nouveau DSI, audit de l'infrastructure réseau terminé. Tout fonctionne parfaitement. Presque comme si quelqu'un l'avait entretenu correctement pendant des années. J'ai souri et j'ai répondu, les vieilles habitudes ont la vie dure. Puis j'ai ouvert les rapports trimestriels et je me suis remise au travail, parce que c'est ce que font les propriétaires. Ils comprennent les systèmes. Ils entretiennent l'infrastructure. Ils attendent le bon moment. Et quand ce moment arrive, ils sont prêts.